questions. Donc, je vais vous poser pas mal de questions, bien évidemment, d'après le président. Ceux qui répondront juste auront des apéros gratuits au restaurant à Ségur-le-Château. Et pas que ici, il y en avait dans tout le Périgord vert et même dans tout le Périgord en général. Au XIXe siècle, il y avait énormément de forges. En attendant qu'ici même, on va avoir une forge. C'est très simple. C'est que ici, à cet endroit-là précisément, eh bien, on a tout ce qu'il nous faut. Le terroir nous donne tout ce qu'il nous faut pour fabriquer du fer. Et pour fabriquer du fer, il nous faut 4 choses différentes. Ces 4 choses, il va falloir les deviner. Mais la première, comme je suis sympa, je vais vous la montrer, ça va vous aider. La première chose dont on a besoin, c'est ça. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Justement, on a de la rouille, là, vous voyez, et la rouille, c'est le nom un petit peu vernaculaire pour l'oxyde de fer. Et l'oxyde de fer, c'est le fer à l'état naturel, tout simplement. Effectivement, ici... Il y a des enfants. Oui, il y a des enfants. On va commencer par le fait qu'il n'y ait pas de femmes. Alors, ici, vous avez peut-être remarqué, on est au fin fond de la Cambrousse, quand vous êtes arrivé, vous avez remarqué, eh bien, c'était encore pire au début du XXe siècle, qui est chef. L'homme, il est chef dans tout ce qui est autour de la maison, à l'extérieur de la maison. Donc, il sort, il va bosser. Seulement, quand il revient avec la paye, s'il ne l'a pas picolé avant, dès qu'il passe le pas de la porte, la paye ne lui appartient plus. Ça appartient à la femme, puisque c'est la femme qui est maîtresse à l'intérieur de la maison. Donc, la paye, elle part directement dans l'armoire pour les économies. Et qu'un certain Jules Ferry, à l'Assemblée nationale, a fait passer une loi qui rendait l'école laïque, gratuite et obligatoire. Tous les citoyens devaient aller à l'école, filles comme garçons. Alors, comment ça se fait que ces enfants-là, eh bien, ils ne soient pas à l'école? Ils devraient y être. Eh bien, c'est tout simplement qu'à l'époque, c'était laïque, gratuite et obligatoire pour le cycle primaire. Le cycle primaire qui durait un petit peu plus longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dure jusqu'à environ 10 ans, après on passe au collège. Là, à l'époque, c'était jusqu'à environ 12 ans. Et c'était sanctionné par un diplôme qui était extrêmement difficile à avoir, le certificat d'études, le fameux certif. Et ces enfants-là, à l'époque, bien évidemment, on ne sortait pas tous avec le certificat d'études. C'était uniquement pour une petite élite d'élèves, déjà, il ne fallait pas manquer l'école. Ces pauvres brouillards, leurs parents étant très certainement ouvriers agricoles, autant vous dire que des fois, ils allaient filer un coup de main aux parents au détriment des études. Seuls, sans chaperon, dans le monde des ouvriers. Mais pas ici, pas à la forge. Tout simplement parce que cette forge, c'est l'ADN de la famille des maîtres de forge, ça fait partie de la famille, et les ouvriers en quelque sorte font partie de la famille. On ne faisait donc pas les 3-8, on faisait pour ainsi dire les 2-12 hommes. Une équipe de jour, une équipe de nuit, la relève, la soupe, elle est mise à compoter tout 24 heures sur 24 pendant 4 à 5 mois, et autant vous dire que c'est comme pour le fond de veau, hein. On ne lave pas la gamelle, on rajoute, mais on vide jamais, on rajoute au fur et à mesure et ça compote, ça compote. Et donc à la fin, ben, les ouvriers se servaient en bonne soupe qui était du coup bien épaisse, qui calait bien son homme, et puis derrière, on mettait un petit coup de chabrol, vous savez ce que c'est? Eh bien, et puis on est reparti comme en 14. D'où venait le métal? Alors le minerai de fer, donc on sait que la forêt, elle est là, pas de problème, mais le minerai de fer, lui, il venait de petits villages. Alors le fer, c'est le métal le plus abondant sur Terre. Du fer, on n'en manquera jamais. Mais il est présent à des concentrations très diverses, et comme on en trouve à peu près partout, alors on en trouvait ici en Périgord à des concentrations très moyennes, mais ça suffisait. Ça suffisait, on les trouvait au niveau du village de Hautefort, certains connaissent peut-être le château de Hautefort. Et bien à Hautefort, il y avait une mine, il y avait aussi une mine dans un petit village à Saint-Germain-des-Prés, pas très loin. Pour ceux qui viennent d'Angoulême, etc. On mettait le temps, hein, on excavait pas énormément, ça n'a rien à voir avec les mines qui peuvent exister dans le nord de la France. Vraiment industriel. Là, c'était plutôt des mines, on va dire. Comme ils vivaient de leur terre, alors, quand on vit de ces terres, on aime bien avoir des terres très fertiles pour faire pousser du blé. On aime bien aussi avoir des pâturages bien gras pour avoir des bœufs, des bêtises aussi gras. Ça rapporte. Manque de bol, il y a aussi des forêts. Et ça, les forêts, ça rapporte moins.
Donc le seul moyen qu'avaient les nobles pour tirer des revenus de leur forêt, c'était tout simplement de transformer le bois en charbon. Et avec ce charbon, eh bien, on forgeait parce que le fer est une ressource qui est abondante. C'était les ennemis jurés des Combesco, c'était la famille Festugière. Ils avaient une approche complètement différente de la métallurgie. Ici, on n'était plus chez les ingénieurs, là-bas, on n'était plus chez les politiques. Et on verra qu'ils mettaient en place des stratégies pour se faire concurrence. Et donc, eux, ils étaient plus boulets de canon qu'ici. On verra qu'ici, vous allez voir, on n'est pas très éloigné. Ça appartient à la vallée de charbon. Alors, la forge de Saint-Étienne, c'est un lieu qui est naturellement humide. D'ailleurs, regardez ici, vous avez des traces d'humidité, vous avez des mousses qui poussent à l'intérieur. Voilà, il y a de l'humidité, mais le charbon, lui, on ne veut pas qu'il forme que le soufflet qui pendouille chez vous à côté de la cheminée. Mais dont on ne se sert pas. Oui, mais voilà. Une chambre vide son air, l'autre se remplit d'air et vice-versa. Donc on a un vent continu, c'est ce qu'on appelle un soufflet à double effet. Et ça, c'est la base en ce qui concerne la forge. Avec un soufflet comme ça, c'est un petit soufflet qui permet d'être actionné d'une seule main. Il est suspendu. Donc vous avez le forgeron qui l'actionne avec une poignée, comme ça. Et de l'autre côté, il tape des pistons pour faire un mouvement de va-et-vient dans des cylindres. Et ils vont chasser à tour de rôle l'air dans le haut fourneau. Bien évidemment, 2 cylindres pour un double effet. Pendant qu'un cylindre se vide de son air, l'autre se remplit. On a dit, ça ressemble très fort. Pour gagner encore quelques degrés. Tout ça pour vous dire qu'atteindre 1800 degrés, c'était extrêmement compliqué. Et donc, ça là, vous voyez, ce soufflerie, elle fonctionnait 5 jours et 5 nuits. Pendant 5 jours, là, on va pouvoir verser le minerai de fer en même temps que le charbon. Et surtout, pourquoi on bossait nuit et jour à la forge pendant 4 à 5 mois? Tout simplement parce que, une fois qu'on atteint les 1800 degrés, on n'éteint plus le haut fourneau. Il reste à 1800 degrés. Donc on met toujours un mélange de charbon et de minerai de fer. De toute façon, il faut que les deux se mélangent pour obtenir une réduction. La réduction, c'est ce qu'il y a de plus important. Grosso modo, la réduction, c'est 2 choses. Vous avez votre minerai de fer, c'est un amalgame de roche et de fer sous forme d'oxyde de fer. Vous faites fondre le tout. Vous faites fondre le tout et vous laissez faire la gravité. C'est comme ça qu'on va séparer la roche du fer. En faisant fondre le tout, le fer est plus dense que la roche, donc le fer va couler en bas du haut fourneau. Le fourneau, c'est un tube vertical. Le minerai de fer, le fer métal étant plus dense, plus lourd, il va couler en bas et il va s'accumuler en bas du haut fourneau. La roche, elle, moins dense, plus légère, elle va stagner, elle va flotter. Ce fer, nous on appelle ça du laitier. Alors, cette roche en fusion, on l'expulse du haut fourneau, on la fait couler. Une fois qu'on a fait couler la fonte, on fait couler la roche en fusion, parce que sinon ça va saturer le haut fourneau. On la sort. Et puis on la laisse à refroidir. Et puis on se rend compte qu'on a un matériau qui est dur. Ah, s'il est dur, ça veut dire que ça peut avoir une valeur marchande. Donc on va essayer de le concasser. Et justement, c'est un peu le drame du laitier, c'est que sa valeur, c'est que c'est dur, mais pour lui donner de la valeur, il faut le concasser. Donc concasser quelque chose de dur, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est tellement pas évident que, pour la petite histoire, le conservateur du patrimoine, à un moment donné, il avait mis la main sur un rouleau compresseur. Et il avait fait une petite expérience, il avait répandu du laitier sur une dalle de béton, comme celle-là, et il a roulé dessus avec le rouleau compresseur. Mais figurez-vous que le laitier était tellement dur que bon, il s'est cassé sous le poids du rouleau compresseur, mais il a aussi cassé la dalle de béton. Figurez-vous qu'il pénétrait le béton et il le fissurait. Qu'est-ce que je trouve là? Ça s'en est. Il y a du charbon. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est un peu de... Oui. Mais en fait, c'est... Cadeau, madame. Hop. Voilà. Vite laissé, oui, c'est ça.
vous voyez, on a encore des résidus là. Et ça coulait à même le sol, mais pas n'importe comment. J'avais auparavant répandu du sable sur toute cette surface où vous êtes, et dans ce sable, on va creuser un canal principal qui va s'ouvrir tel un arbre en différents petits canaux. Donc on fait couler la fonte de fer qui va remplir le canal principal, remplir les canaux, parce que l'avantage de la fonte de fer, c'est que c'est très malléable, vous voyez, ça se moule très bien. Donc une fois que les petits canaux sont remplis, je les ferme avec une pelle, je ferme avec le sable, vous voyez, et je mets à refroidir. Et qu'est-ce que j'obtiens à la fin? De très longs et lourds lingots de fonte de fer qu'on appelle les gueuses. Et là, c'est brillant. Parce que cette grande forge, en fait, c'est une fonderie. Elle fabriquait le métal et pas les objets. Même s'il y a eu des tentatives de tête de pelle, ça n'a pas marché, elles étaient encore des fabriques. Bien. Donc, la fonte de fer, vous voyez là, c'est tout ce que ça, la fonte de fer. Cette fonte de fer, mesdames et messieurs, vous la connaissez très bien parce qu'il y en a dans votre cuisine. Le faitout, la cocotte en fonte bien sûr, la cocotte en fonte. Et donc c'est un métal qui a ses qualités, ça se moule très bien, ça conduit très bien la chaleur. Bon, ça se moule tellement bien qu'on fait aussi des plaques d'égout bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe si au moment de servir les patates sautées, j'échappe ma cocotte en fonte? Elle va casser, parce que la fonte, c'est cassant. Pourquoi c'est cassant? Tout simplement à cause du carbone. Et là, vous allez me dire, oulala, c'est quand même bizarre ce qu'il raconte, parce qu'il nous disait qu'en début de visite, du fer plus du carbone, ça fait de l'acier, et je ne crois pas que l'acier, ça casse comme ça. En fait, avec les Pudler, qui était le mieux payé de la force, parce qu'il a un savoir-faire très particulier. L'ouvrier Pudler, il arrive petite chemise de lame parce qu'il va en prendre plein la trousse. Aujourd'hui, dans son métier, on porterait des combinaisons en amiante pour bien isoler de la chaleur. Lui, à l'époque, petite chemise de lame parce qu'il sait qu'il va faire très très chaud très vite. Il va ouvrir une petite trappe dans le four et là, il va rentrer un long crochet métallique qu'on appelle un ringard et il va commencer à malaxer, à brasser tout puddle, cette fonte en fusion. Et là, la fonte, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En la brassant à haute température, on va voir qu'il y a un gaz qui va s'échapper. Ce gaz, c'est du monoxyde de carbone. Il n'aura pas le temps d'être dangereux, ce monoxyde de carbone, parce qu'il va brûler à l'intérieur du four. Et il va brûler sous forme de flamme bleue. Et tout l'art de l'ouvrier Pudler, c'est d'estimer la quantité de carbone qui reste à l'intérieur du métal en fonction de la taille des flammes bleues. Vous voyez, donc extrêmement technique et tout à fait empirique. Ce n'est qu'après que le maître de forge jugera le taux de carbone exact dans son laboratoire. Et donc c'est en brassant qu'on arrive à obtenir du fer pudelé. Et le fer pudelé, magie... C'est celui de la Tour Eiffel. Exactement. Et le fer pudelé, c'est celui de la Tour Eiffel. C'est un fer qui reprend les propriétés de l'acier parce que magie, on est retombé dans la proportion de carbone des aciers, entre 0,02% et 2%. Donc on a un métal dur comme du fer et souple comme de l'acier. Le fer pudelé, c'est ni plus ni moins que de l'acier à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de prendre du fer pur et de rajouter du carbone, on va prendre un fer très carboné, on va lui enlever une partie de son carbone, tout ce qu'il y a en dessous. Et donc, à la fin du 19e, eh bien, c'était le matériau star, le fer pudelé, notamment en construction. Il y avait un ingénieur qui en avait fait sa spécialité, Gustave Eiffel, parce qu'avec un matériau qui a solidité et souplesse, c'est un matériau idéal pour faire des viaducs avec des lourds facteurs. Mais le gueulard, exactement, c'est comme pour les animaux, la gueule, c'est l'endroit par où l'animal y mange. Et bien, le fourneau, c'est pareil. Le gueulard, c'est là où on peut passer la nourriture du haut fourneau. Le charbon, le minerai. Et le haut fourneau, ben, c'est haut. C'est un peu son problème. Donc, du coup, ça veut dire que les ouvriers, pendant un temps, ils montaient le charbon et le minerai à dos d'homme en suivant les escaliers. Alors, comme ils ont fait à peu près la même tête que vous, eh bien, ils ont trouvé une idée. Ils ont mis en place, alors le poids du réservoir sera supérieur à celui du chargement, ça va monter tout ce dont on a besoin. Ensuite, on mène dans le haut fourneau et ensuite on vide le réservoir pour revenir en position initiale. Comment avoir l'eau? Pas compliqué. On est certes en hauteur ici, mais on est entouré de points qui sont plus hauts que nous. Et juste derrière le château, figurez-vous qu'il y a un étang.
il suffit de canaliser l'eau de cet étang. Et comme le point de départ de l'eau est plus en altitude que le point d'arrivée là où nous sommes, eh bien, l'eau aura la pression nécessaire pour remonter. Et donc, quand l'énergie coûte cher, qu'est-ce qu'on fait? On isole. C'est valable encore aujourd'hui. Et donc, 50 cm de terre suffisent à bien isoler le tout. Et ensuite, pour pas qu'il fonde sous sa propre action, on fait un revêtement intérieur en briques réfractaires. Il est rentré dans la famille Comblesco par les liens du mariage et accepté qu'il était ingénieur. Il avait fait Polytechnique. Donc, il s'est très vite mis à travailler avec le papa et il a développé un système de récupération des gaz du haut fourneau parce qu'il s'est rendu compte que sur la partie haute du haut fourneau, il y a des gaz qui sont inflammables et qui ne sont pas brûlés. Parce que le haut fourneau, le haut du haut fourneau, le charbon, en fait, ça fonctionne avec une combustion incomplète. Si je brûle la valeur, ça va de l'argent. Confiance. Alors pourquoi? Parce que les ouvriers qui travaillaient là, ils avaient peur de ce qu'ils faisaient, ils avaient la trouille de ce fourneau, parce que les blessures, ça venait vite avec du métal à 1800 degrés. Eux, ce qu'ils connaissaient du feu, c'est le feu du cantou. Vous voyez ce que c'est un cantou? Donc c'est un feu déjà qui est clair, parce que la chandelle coûtait cher, alors on se mettait au coin du feu pour y voir la nuit. C'est le feu qui réchauffe, parce qu'il n'y avait pas de radiateur dans les maisons, on se mettait au coin du feu, et le reste, c'était un vaste courant d'air, les maisons de l'époque. Donc il n'y avait que dans le cantou, dans l'âtre, qu'on avait à peu près chaud. Donc le feu qui réchauffe, le feu qui éclaire, le feu qui cuit les aliments avec la crémaillère. Le bon feu. Voilà. Et donc, c'est l'endroit où on faisait les veillées, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions. Donc la mamée, là, pendant qu'elle cassait ses noix, elle racontait toujours les mêmes histoires qui faisaient un peu peur aux gamins. On racontait les nouvelles du village, et c'était la seule distraction, ces fameuses veillées. Donc le feu, dans l'esprit d'un paysan périgourdin, c'est profondément bienveillant. Mais là, c'est un feu qui tue, c'est un feu qui fait peur. Donc quand on allumait le haut fourneau, on prenait toutes les précautions nécessaires, on se mettait bien avec le patron. Le patron ultime, je dis bien, parce qu'il y avait un rituel ici à la forge qui est propre à Savignac-les-Driers. Déjà, ce n'était pas les ouvriers qui allumaient le haut fourneau, et ce n'était pas non plus le maître de forge. C'était les filles du maître de forge, les gamines, qui descendaient, petites robes blanches, petits souliers vernis, qui arrivaient jusqu'ici. Là, il y a un ouvrier qui tendait un fagot d'allumage avec une prière à Saint-Éloi, qui est le saint patron des forgerons. La prière sur une feuille de papier avait été bénie par le curé d'Exideuil, et ensuite on enflammait ce fagot d'allumage. Les gamines montaient avec le fagot enflammé en haut du haut fourneau, jetaient le fagot dans le gueulard, le feu se répandait au charbon, on activait leur système. Grosso modo, on prenait la main la plus innocente, déclenchait un feu qui d'ailleurs pouvait être dangereux. Donc les filles vont grandir, elles vont perdre leur innocence en se mariant. Alors, du coup, eh bien, c'était des gamins du village qui étaient requis à la forge. Ils venaient ici et donc c'est eux qui continuaient un petit peu la... À ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé.